déjà, je vous précise voilà, le titre entier qu'on a un peu raccourci pour des raisons de communication. Mais on va parler de la transformation des compétences et notamment de la manière dont on peut continuer à apprendre, à enseigner, à créer et à travailler à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, on va parler beaucoup d'IA dite générative. L'idée, c'est vraiment de faire voilà, un contenu qui ne nécessite pas de connaissances a priori. Voilà, vous n'avez pas à vous y connaître en code, en programmation ou en IA pour comprendre ce que je vais vous raconter ce soir normalement. On va vraiment voir un peu comment ça fonctionne. Je vais vous donner des exemples aussi, qu'on a à peu près le même niveau de compréhension, de culture et de référence sur ces outils-là. Et je vais essayer de vous citer des exemples qui peuvent être soit dans le monde de l'entreprise, un peu plus dans le domaine de l'éducation, puisqu'effectivement, à l'Université de Nantes, donc sur la chaire UNESCO REGIA pour ressources éducatives libres et intelligence artificielle, nous, on a des projets européens qui, justement, traitent de ce sujet-là, de la transformation des compétences et des contenus à l'école, dans le premier et dans le second degré. Donc, l'idée, c'est encore des choses qui sont en exploration, mais on est en train d'essayer d'évaluer l'impact que ça peut avoir sur le travail des enseignants, sur la manière dont aussi les élèves apprennent, et plus largement, sur la transformation des compétences dans les métiers, puisque c'est vraiment une question assez universelle. Là, les choses dont on va parler ce soir, elles concernent finalement à peu près tous les métiers, tous les secteurs d'activité. Le point de vue de ClassCode, donc, qui est une association qui produit des contenus en ressources éducatives libres, donc principalement des MOOC, à destination des enseignants, des médiateurs scientifiques ou des curieux, c'est d'avoir cette culture commune, l'information générale pour comprendre ce que c'est que la pensée informatique, ce que c'est que la robotique, ce que c'est que l'intelligence artificielle, ou éventuellement l'impact environnemental du numérique. Notre idée, c'est que tout ça, là, c'est de la culture commune, c'est des choses qu'on doit savoir et sur lesquelles on doit avoir un niveau de connaissance générale pour pouvoir le discuter, à la fois entre nous, avec les professionnels, avec notre entreprise ou la hiérarchie, ou tout simplement des collègues. Ça reste des questions de société. Et pour ça, il faut un peu cette culture commune, assez simple, j'espère, qui servira à le discuter. Alors, d'habitude, je ne commence pas par la définition de l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet compliqué. Souvent, il faut bien 1h30 de contenu pour commencer à poser des bases, pour ne pas dire n'importe quoi, et essayer d'expliquer que c'est quelque chose de très complexe, qui a une histoire longue, qui mélange plein d'éléments différents. Donc je vais faire une exception, parce qu'on va quand même aborder des choses assez différentes aujourd'hui. Donc j'essaie de commencer par le début. Et pour l'instant, sans doute, vous avez juste dans votre tête un grand mélange de plein de concepts et de mots-clés, et de trucs que vous avez vus dans la presse, à la télé, etc. Donc voilà, on va retrouver des groupes, Midjourney, ChatGPT, bien sûr, réseau de neurones, données, apprentissage supervisé, tests de Turing, voilà. Tout ça se balade sans doute à peu près, mais vous avez entendu parler, vous avez des représentations à peu près de ce que ça peut être que ces concepts-là. Si on ordonne un peu ça, finalement, on se retrouve avec tout un pan qui concerne des concepts informatiques ou des architectures de type, par exemple, d'intelligence artificielle, une liste d'outils, donc des choses, des solutions qui ont été éditées et que vous avez pu voir dans la presse ou que vous avez eu l'occasion d'utiliser, et puis derrière des éditeurs ou des entreprises. Donc sur ces concepts informatiques, aujourd'hui on ne passera pas tous sur tous ces concepts-là, on en verra, on en retrouvera certains, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de concepts fondamentaux pour comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais effectivement, il y a plein de choses qui sont souvent citées et qu'il faut essayer de comprendre ou d'avoir une représentation assez juste pour pouvoir les distinguer. Donc notamment de comprendre ce que c'est qu'un algorithme, de l'importance des données. Si on met plein de données ensemble, on a ce qu'on appelle la big data ou des ensembles de données très très grands. Le test de Turing dont on a pu reparler avec ChatGPT et de faire la distinction pour un humain entre un contenu qui est produit par une machine ou qui est produit par un humain. Le côté boîte noire, voilà, la partie d'explicabilité, est-ce qu'on peut comprendre comment fonctionne une intelligence artificielle et est-ce qu'on est capable de savoir pourquoi elle prend telle ou telle décision ou qu'elle nous propose telle ou telle prédiction.
Les prompts, ça peut-être que vous avez entendu ce terme-là, notamment avec les IA génératives, donc ça on verra ce que c'est en détail tout à l'heure. Et puis les architectures, donc je ne vous ferai pas tout l'historique, mais en gros, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, ça date des années 50, c'est 70 ans d'histoire, de technologie construite, avec des hauts, des bas, des choses qui ont accéléré. Pendant un temps, ça fonctionnait, après ça fonctionnait moins bien, on a trouvé des choses qui marchaient mieux, ensuite on a trouvé des solutions, on a réaccéléré à utiliser ce type de système-là, et c'est finalement un ensemble assez ouvert qui est, voilà, on va dire un grand domaine dans lequel on va mettre plein de types de technologies différentes qui correspondent des fois à des architectures ou voire même à des époques, on va dire, un peu différentes. Donc là, vous retrouvez le machine learning, le deep learning, donc les réseaux de neurones, et des concepts un peu plus liés à la manière dont ces IA fonctionnent. Donc l'adaptative learning, on en parlera. Je n'ai pas traduit tout ça parce que c'est souvent des thèmes tels que vous les trouvez aussi. Donc c'est bien de aussi les maîtriser en anglais, mais en gros, l'apprentissage supervisé ou l'adaptative learning, c'est l'adaptation de l'apprentissage. Donc ça, on a des exemples concrets. Hein. Si vous, je sais pas, vous apprenez l'anglais avec Duolingo, par exemple, vous faites de l'adaptative learning. On va vous donner des contenus adaptés à votre niveau. On va essayer d'évaluer où vous en êtes dans votre niveau d'anglais, et on va vous proposer des activités ou des exercices sur mesure. Ça, c'est l'adaptative learning. Et les IA génératives, du coup, on va beaucoup en parler aujourd'hui. C'est un type d'IA qui, comme son nom l'indique, a pour but de générer des choses, donc soit des images, soit des textes. Et donc aujourd'hui, on verra en exemple Midjourney et ChatGPT notamment, qui sont celles dont on a le plus parlé. Ça, c'est des types très généraux, et derrière, effectivement, il y a tout un ensemble de solutions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas spécifique, c'est-à-dire que ChatGPT, on le verra dans le détail, mais c'est des choses qui existaient déjà avant, c'est des choses qui sont partagées avec d'autres systèmes aussi. Donc, on a plein d'exemples ou plein, on va dire, d'itérations sur ces mêmes types d'intelligence artificielle. Et il ne faut pas avoir cette idée que c'est unique et absolu et qu'on n'a que quelques entreprises qui proposent ça et qui gardent jalousement le secret. C'est quand même des technologies dont l'architecture est connue depuis un moment et assez partagée. Ce qui est intéressant là, c'est l'ouverture au grand public. C'est l'impact, là, cette année, au grand public, pendant l'été à Midjourney et aux IA plutôt génératives d'images, et juste avant Noël à ChatGPT, qui du coup a touché le grand public et a créé beaucoup de réactions et de questionnements. Alors, une autre manière d'approcher le sujet pour juste poser les bases, c'est de partir de représentations générales. Donc si on essaie de savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle, on pourrait résumer ça avec plein de petites définitions plus simples. Certaines personnes, par exemple, diront que ce qu'on appelle l'IA, c'est en réalité que des algorithmes. C'est pas une fausse définition. L'idée, c'est que on a des données qui sont traitées par un algorithme, donc un processus qui a pour objectif d'obtenir un résultat, et que finalement, on ne fait que traiter des données par ces algorithmes-là, et que c'est la définition la plus simple et la plus directe qu'on puisse donner. Une autre vision, c'est, alors l'IA, c'est tout simplement le machine learning. Donc là, on introduit un terme en anglais, et on a l'impression que c'est plus compliqué, mais en fait, c'est juste de dire, ok, je peux trouver des solutions à un problème en suivant une suite d'instructions, donc un algorithme, mais j'aimerais bien des fois que je crée un programme qui trouve lui-même la manière dont il peut résoudre ce problème. Donc on va faire de l'apprentissage machine, on va faire en sorte que j'essaye de faire en sorte que mon programme puisse découvrir la solution à mon problème. Donc un exemple simple, c'est, nous souvent on fait ça avec des élèves en primaire. Donc on les fait jouer au jeu de Nîmes. Si vous connaissez ce jeu-là, c'est le jeu avec les bâtons qu'on retrouve aussi dans Fort Boyard. On a une série de bâtons et on doit prendre 1, 2 ou 3 bâtons et chacun joue, chacun son tour. Et celui qui prend les derniers bâtons a gagné ou a perdu en fonction des règles qu'on s'est données. Et donc il y a un algorithme, il y a un ensemble de règles qui existent pour jouer parfaitement à ce jeu-là. Et si on laisse des gens jouer et expérimenter, ils vont retrouver cette règle-là qui leur permet de gagner. Ça, finalement, c'est ma définition 1. Je suis un algorithme, et en suivant juste 3 petites règles, je peux gagner à tous les coups à ce jeu-là.
Le machine learning, l'idée, ce serait, est-ce que je peux créer un programme qui va retrouver la règle, ou cet ensemble de 3 règles, qui me permettent de gagner à tous les coups. Et ça, ce serait ce qu'on appellerait le machine learning. Une autre définition, c'est la vraie IA, c'est le deep learning. Alors souvent, on dit ça parce que le deep learning, c'est ce qui est marquant, notamment dans les dernières expérimentations. Quand on parle d'intelligence artificielle qui a un impact ou qui a fait beaucoup parler, c'est souvent du deep learning. C'est le cas de ChatGPT, par exemple, ou de Midjourney. Voilà. Et donc, ça, le deep learning, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc, je n'entrerai pas dans le détail de cette architecture-là, mais c'est une autre manière de faire de l'apprentissage. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure pour distinguer le machine learning et le deep learning. Mais souvent, on dit que c'est le vrai parce que c'est celui qui a le plus d'impact, notamment depuis voilà, une quinzaine d'années, où c'est revenu parce qu'on a trouvé des solutions pour améliorer ce type d'architecture-là. Et on a un autre positionnement qui est de dire l'IA, ça n'existe pas. Alors souvent, les gens qui disent ça, et c'est pas non plus totalement faux, l'idée derrière, c'est de dire est-ce que ce serait pas finalement aussi un argument marketing, parce que tout ce qu'on appelle IA, c'est noyé dans voilà, 50-70 ans d'histoire et de recherche en informatique, et qu'on n'arrive pas à définir vraiment une technologie. C'est un ensemble d'outils, un ensemble de technologies, et que souvent c'est appelé pour des raisons marketing ou par facilité. Et des fois de manière piégeuse. Parce que nous, en recherche, quand on essaie de définir une solution et de se dire « Ok, est-ce que c'est vraiment de l'IA ?» les définitions ne sont pas si simples. C'est-à-dire que souvent, on va rester piégé parce qu'on ne peut pas dire « Il y a une architecture définie qui permet d'être sûr à 100% que c'est de l'intelligence artificielle. » C'est un peu le sens des deux définitions que je vous ai mis. Si vous regardez là-dedans, c'est compliqué de se dire qu'il y a une architecture derrière. Donc la première, c'est l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement des outils, c'est aussi des théories et des manières de traiter de l'information, mis en œuvre en vue de réaliser par des machines, des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc on essaye juste d'avoir des technologies ou un ensemble de règles qui permettent à des machines d'essayer de faire des tâches qui semblent être de l'intelligence humaine. Donc tant qu'on a l'impression que c'est intelligent, on pourrait dire que c'est de l'intelligence artificielle. Parce qu'on est en train de dire, bah voilà, là je suis face à une autre intelligence qui est produite par une machine, et c'est peut-être la définition la plus simple, mais qui ne pose pas la question de la technologie derrière. Et une autre formulation, c'est un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Donc là, on élargit. Pareil, l'intelligence, elle n'est pas spécifiquement humaine. Et on enlève le mot intelligence. Ça, c'est une définition qui est beaucoup plus proche de celle de la Commission européenne. Une des difficultés, c'est qu'on se trimballe ce mot intelligence dans intelligence artificielle. Et que, du coup, on ne sait déjà pas ce que c'est que l'intelligence. Donc ça rend la définition de l'intelligence artificielle compliquée. Donc on retire le mot intelligence et on se base sur cette impression, sur cette simulation d'intelligence qui n'est pas réservée qu'aux hommes et qui va permettre d'ouvrir un peu cette définition. Donc ça peut être frustrant, j'entends, parce que du coup c'est compliqué d'être sûr à 100% et de se dire et de faire du tri, mais quelque part l'idée c'est d'accepter que à partir du moment où j'ai un traitement qui me permet d'admettre que je suis face à quelque chose qui pourrait être de l'intelligence humaine et qui est produit par une machine, je peux le définir comme de l'intelligence artificielle. Donc si on résume, si on garde vraiment la base, il ne faut pas tant de concepts que ça pour comprendre ce que c'est que l'IA. C'est lié aux concepts fondamentaux de l'informatique. J'ai besoin de savoir ce que c'est que les données, ou les data, donc des informations, de l'algorithmie, donc ce que c'est qu'un algorithme. Donc la définition d'un algorithme, c'est un ensemble de tâches ou un processus qui permet d'obtenir un résultat. Exemple super classique, la recette des crêpes. Si vous suivez votre recette des crêpes, vous ouvrez votre livre de cuisine, vous allez suivre un ensemble d'étapes, et normalement, si vous les suivez correctement, à la fin, vous avez des crêpes. Vous avez suivi un algorithme. Si on vous a indiqué la route pour venir ici, et qu'on vous a dit tu tournes au deuxième rond-point, tu fais demi-tour, et ensuite tu arrives à la salle, vous avez suivi un algorithme aussi.
un ensemble d'instructions qui permettent d'obtenir un résultat. Et la question des machines est la question du langage, et notamment du langage informatique, ou de la manière dont on communique avec les machines. Voilà, donc ça, vous avez les petites règles générales qui sont liées à un algorithme. Donc, des instructions, je vais donner une consigne, donc ça peut être une information simple. Dans ma recette de crêpes, j'aurais par exemple mélanger le lait et la farine, par exemple. Le test, instruction conditionnelle, mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. J'ai introduit une condition et je vais reproduire une boucle jusqu'à ce que j'ai rempli ma condition. C'est bon, il n'y a plus de grumeaux, je peux arrêter de touiller. La variable, c'est mettre 6 œufs si vous voulez faire des crêpes pour 4 personnes. Vous multipliez pour le nombre de personnes. Est-ce qu'on met du rhum ou pas? Vous faites ce que vous voulez. Donc ça fait partie des variables. Ou est-ce que vous préférez confiture au chocolat à la fin? Et la boucle d'instruction, c'est la répétition. Donc l'idée, c'est, une instruction serait prendre un œuf, le mettre dans le cul de poule. Je ne vais pas répéter ça 6 fois. Si je répète ça 6 fois, je vais juste dire prendre 6 œufs et les mettre dans le cul de poule et les touiller. Donc l'idée, c'est de créer une boucle qui me permette de répéter une instruction simple. Voilà, ça, vous avez la recette de n'importe quel algorithme. C'est comme ça qu'ils fonctionnent tous et qui sont utilisés en programmation. Et vous allez retrouver ça dans n'importe quelle technologie, que ce soit une IA super développée ou le fonctionnement de votre interphone. C'est exactement la même chose qu'on retrouvera à l'intérieur. Donc, quand on fait des animations avec les enfants, on peut le faire en débranché, donc sans ordinateur, et souvent on fait le jeu du robot idiot pour exprimer ça. Donc, le jeu du robot idiot, c'est de faire un petit espace où on va laisser les enfants circuler en respectant un certain nombre de consignes. Donc ils peuvent récolter un certain nombre d'objets, par exemple, ou tout simplement se déplacer dans l'espace. Et pour ça, on va leur donner des instructions. Avance d'un pas, tourne à gauche, tourne à droite, et suivre ces instructions, c'est suivre cet algorithme qui leur permettra de sortir du labyrinthe ou de récolter les objets dont ils ont besoin. Donc c'est juste ce qu'il leur faut pour comprendre, et ils vont réexploiter les 4 éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, ils vont les retrouver en expérimentant à travers ce jeu-là. Donc d'un côté, ça a l'air très bête, parce que on suit juste des instructions basiques et on fait ce qu'on nous demande. Ça, faut pas l'oublier, c'est pas de la magie noire, c'est des choses produites par des humains qui font de la programmation et qui donnent des instructions. D'un autre côté, avec l'intelligence artificielle, on a quand même une limite un peu à ce fonctionnement-là. Ça restera toujours la même chose, on va toujours coder, programmer et utiliser ces algorithmes, mais on peut ne pas les traiter de la même manière. Donc là, par exemple, vous avez la comparaison entre Deep Blue, qui est l'ordinateur qui a battu Kasparov dans les années 90, et AlphaZero. Les deux sont des machines qui jouent aux échecs. La première, on lui a donné plein d'exemples des parties des grands maîtres. On lui a dit, ça c'est des grandes parties, c'est comme ça qu'on joue bien aux échecs. On lui a donné les règles, on lui a pris les ouvertures aux échecs, avec un certain nombre de coups en avance, pour bien démarrer. On lui a fait calculer beaucoup de coups en avance pour calculer toutes les positions possibles, finales, d'une position en cours. On lui a donné aussi des conseils. On lui a dit, attention, la dame, elle vaut plus de points qu'un pion, par exemple. Et il faut se développer aussi assez vite. Donc, on l'a aidé à apprendre tout ça. Donc, il a battu quand même Kasparov dans les années 90. Aujourd'hui, il n'a absolument aucune chance de battre AlphaZero, qui est du coup une autre type de technologie. Donc là, vous voyez un peu sur ce tableau-là, c'est un peu l'équivalent de mon arbre de décision. En gros, je fais des règles. S'il avance le pion E4, tu vas avancer E5, et tu te mets en face. Si tu peux prendre la dame, tu prends la dame. Et on fait cet ensemble de règles-là, et on fait un grand arbre de décision qui essaierait d'expliquer un peu tous les cas de figure. Ça, c'est notre manière, un peu à nous, conceptuellement, dont on essaie d'imaginer un peu l'informatique. On se dit, si je fais toutes les règles, je devrais y arriver. Alors, c'est vrai pour des jeux simples. Par exemple, le jeu de Nîmes, ça marche, parce que c'est un jeu résolu. Pour un jeu très complexe, avec beaucoup de positions comme les échecs, ça marche plus du tout. Parce que mon tableau est bien trop grand et bien trop complexe. AlphaZero, lui, on lui a juste donné les règles des échecs. C'est tout. Et pas de données extérieures, il calcule moins de coups par seconde, on l'a juste fait jouer contre lui-même. Donc il y a des données,
mais c'est des données qu'il a générées lui-même, en jouant contre lui-même. Et il a retrouvé, en quelques heures d'entraînement, donc là en l'occurrence un peu plus d'une semaine il a tourné pour avoir le modèle final, mais en quelques heures il avait retrouvé toutes les ouvertures que nous, on a mis 2000 ans à trouver aux échecs. Et il a retrouvé à peu près ce qu'on a mis dans Deep Blue. La différence, c'est que du coup, puisqu'on ne l'a pas guidé, il a développé des nouvelles stratégies. Il a trouvé une autre manière de jouer parce qu'on ne lui a pas dit tout ça, c'est important. Et donc il a développé des stratégies spécifiques qui lui permettent d'être bien meilleur. Donc, par exemple, il a une autre représentation de l'échiquier, il va peut-être sacrifier plus facilement des pièces au profit de positions à son avantage, il va faire des coups qui peuvent pour un humain paraître risqués, parce que justement, il a moins de contraintes de ces règles-là, qui finalement ont rendu Deep Blue moins performant. Et l'idée quand on programme des intelligences artificielles, c'est toujours un peu ça, c'est faire un choix entre l'explicabilité, donc est-ce que je peux dire pourquoi un coup a été fait, et faire un ensemble de règles, donc faire de l'apprentissage supervisé, on va guider, on va aider cette machine à trouver ce qui est important, et l'apprentissage non supervisé, on va le laisser faire, on lui donne pas de règles, on le laisse chercher, à la fin on va avoir quelque chose de très performant, sauf qu'on peut plus lui demander pourquoi il fait ça. Ou on peut l'interroger, mais a posteriori et de manière moins précise. Et il va pas nous répondre conceptuellement. J'ai joué ce coup-là parce que, voilà, telle position. Il va nous répondre rien du tout d'ailleurs. Il va juste jouer ce coup, il va dire ça, c'est le meilleur coup. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur coup puisqu'on n'a pas trouvé de stratégie qui peut battre ce coup-là. Donc c'est un peu l'équivalent de, si vous écoutez des joueurs pros commenter leur partie, c'est intéressant parce que ils réfléchissent pas en mode machine, ils réfléchissent pas à tous les coups qu'ils vont jouer et calculer 100 coups en avance, ça reste des humains. Et souvent ils vont jouer parce qu'ils ont 20-30 ans d'expérience, et ils vont jouer un peu en mode réflexe, et souvent quand si vous les écoutez commenter ou parler, le champ lexical qu'ils utilisent, c'est celui de l'esthétique. C'est pas celui rationnel. Ils vont dire, ça c'est un beau coup, ou cette position-là, j'aime pas ma position, ou ça c'est bizarre, mes pièces elles sont pas en synergie, il y a quelque chose qui va pas. C'est le premier truc qu'ils voient. Donc après, ils peuvent expliquer, ils peuvent dire pourquoi tel ou tel coup est meilleur ou pourquoi ils sont pas bien dans leur position, mais il y a un côté un peu immédiat qui est de l'ordre de l'esthétique et qui leur permet un peu de juger une position et ensuite de réfléchir et de chercher l'interprétation. Et du coup, dans des systèmes comme ça, on se retrouve à chercher, à interpréter ce qu'a proposé la machine pour voir l'intelligence qu'il y a dedans. Donc on fait un peu la boucle en arrière. Donc tout ça, c'est une question de choix stratégique d'architecture, parce qu'on peut avoir des modèles qui sont très performants en explicabilité, peut-être au détriment de l'efficacité, ou des modèles très efficaces en termes de prédiction, comme celui-là, mais où on va perdre en explicabilité, on ne va pas être capable de remonter, ou en tout cas de manière insatisfaisante pour nous, humains. Ce qu'on verra pour les générateurs d'images, quand nous, on voit un générateur de chat et qu'on voit une photo de chat parfaite, c'est pas du tout ce qu'a fait la machine. La machine, elle a réorganisé des pixels dans ce que nous, humains, on appelle photo de chat mignon. Mais elle a juste réorganisé des pixels dans cet objectif-là. Et elle sait même pas ce que c'est qu'un chat. Et elle ne regarde ni les moustaches, ni les oreilles, ni ce genre de choses-là. Elle ne fait pas de la reconstitution. Donc, c'est frustrant pour nous, parce que quand on interroge, on n'a pas souvent les réponses conceptuelles que nous, on attendrait. Donc qu'est-ce que ça change dans mon travail ou dans mon quotidien? Je vais vous montrer quelques exemples généraux, notamment on va commencer par ChatGPT, ensuite on fera la génération d'images, juste pour que vous ayez, vous avez peut-être déjà testé ChatGPT, vous avez peut-être déjà joué un peu avec, là au moins on aura des exemples un peu concrets, j'essaie de prendre des choses un peu différentes, un peu côté entreprise, pas mal côté éducation, parce que voilà, l'intérêt de l'éducation c'est que ça touche aussi des choses qui sont liées à tout le monde, c'est la manière dont on apprend et les compétences dont on a besoin. Donc juste avant ça, déjà, bon, ça peut être une évidence, mais ça concerne vraiment tout le monde. De l'intelligence artificielle, on en trouve dans tous les secteurs d'activité, voilà, de la finance à la médecine, à la justice, le transport, la logistique, on va retrouver, voilà, si vous avez fait quelques ateliers aujourd'hui, vous verrez que dans tous les secteurs, quasiment, on va retrouver ça parce que c'est une manière d'accélérer une transformation numérique qui a déjà eu lieu et qu'on a suffisamment donné sur à peu près tous les secteurs d'activité. Donc c'est vraiment une question
transverse qui est au-delà de la productivité ou de l'intérêt que ça a de développer de l'intelligence artificielle dans tel ou tel secteur. De toute façon, c'est transverse et ça touche l'ensemble des individus et donc des salariés. Nous, la question à laquelle on va s'accrocher aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui travaille, qu'est-ce que ça change pour un citoyen, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui doit se positionner en tant qu'humain face à une machine. 15% des emplois sont automatisables en France, 3 millions d'emplois détruits pour 500 000 nouveaux emplois, donc il y a des emplois qui disparaissent et des emplois qui apparaissent. Le fameux 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, quelles elles sont, on ne sait pas. Et donc, tout ça, c'est lié à une transformation plus profonde du travail. On parle, c'est assez proche d'une révolution industrielle, mais qui s'accompagne, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On travaille moins, on a besoin de moins d'activités, on a changé notre manière de produire, et finalement, aujourd'hui, la révolution industrielle qui avait eu lieu au début du siècle, elle fait écho aujourd'hui, mais pour d'autres types de profils. C'est d'autres types de métiers aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne pas seulement, voire pas du tout d'ailleurs, les métiers forcément manuels. On a une révolution industrielle qui concerne aussi les cols blancs. Ce que ça met en question, ces technologies-là, c'est l'automatisation de la pensée. Et donc forcément, un avocat, un responsable de banque ou d'assurance est plus menacé par les intelligences artificielles qu'un restaurateur ou qu'un coiffeur ou qu'un agent d'entretien. Donc c'est aussi ça qui change et qui met la question, qui pose la question différemment. Donc je vous avais aussi mis un petit exemple de cette étude-là qui est intéressante d'Oxford, qui a proposé, enfin qui a tenté de faire un classement justement de l'impact sur les métiers. Donc de créer des scores de transformation qui sont liés notamment à l'automatisation. Donc d'évaluer quel métier avait plus de chances d'être impacté par l'intelligence artificielle, par des types d'intelligence artificielle. Et on voit bien que voilà, tous les métiers où on peut automatiser une tâche, même intellectuelle, ont plus de chances d'être modifiés qu'un réparateur de montres, par exemple, ou qu'un enseignant, ou que quelqu'un qui travaille dans l'aide à la personne. Et du coup, ils ont classé aussi un peu le temps que ça prendra à être impacté, ou partiellement, ou totalement transformé. Donc il y a un autre site, donc, là du coup c'est une étude d'Oxford, mais si vous voulez quelque chose d'immédiat, il y a un site qui existe qui s'appelle est-ce que je vais être remplacé par un robot? Donc vous mettez ça en anglais, et du coup ça vous permet d'avoir un score sur votre métier en fonction justement de l'automatisation ou de la part d'automatisation qui est liée à votre métier. Bon, sauf si vous êtes déjà inquiet par la situation, ne faites pas ça, mais c'est plus conçu comme un petit jeu pour voir... Et aussi s'interroger sur soi en fait. Ce qui est automatisé dans mon métier, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est peut-être quelque chose que je peux enlever. S'il y a un outil, une machine qui peut faire ça pour moi, je peux gagner du temps. C'est tout l'enjeu de ce qu'on va parler aujourd'hui. Pour l'instant, c'est de la libération de temps, pas du remplacement, pas de la disparition. Mais ce temps-là, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Si on ne le remplace pas, il va être aspiré, il va tout simplement éventuellement disparaître, où on va perdre l'avantage d'utiliser ce temps mis à disposition intelligemment. Alors, quelques exemples de ChatGPT. Donc déjà, je vous explique ce que c'est. ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un transformer. Donc les transformers, ça a fait son apparition parce qu'on avait déjà des modèles qui étaient capables d'apprentissage, et que l'idée, c'est pas de réapprendre à chaque fois de zéro. Ça coûte beaucoup de ressources et de travail. Ça coûte des ressources en énergie, en mémoire, en temps. À chaque fois, les modèles que vous voyez, c'est des choses qui sont adaptées souvent d'autres modèles et qui se partagent un petit peu des bases pour éviter de reprendre tout à zéro. Et donc, l'idée, c'est de faire du transfer learning, c'est-à-dire que si on a appris un modèle à faire quelque chose, on peut peut-être l'apprendre à faire quelque chose d'assez proche. Si j'ai une IA, par exemple, qui distingue les chiens des chats, peut-être qu'elle peut aussi distinguer les tabourets ou les voitures, parce qu'ils seront assez proches et qu'il suffira que je donne d'autres exemples de données pour apprendre à faire cette distinction-là. Parce que, au fond, son rôle, c'est de faire des classes d'objets. Et donc, cette idée-là, c'est d'apprendre à un modèle à faire globalement quelque chose et ensuite d'affiner avec une surcouche de données
et de pouvoir lui dire, bon bah tu sais faire des classes, tu sais distinguer des objets, maintenant tu vas distinguer les motos des voitures ou les chats des chiens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning, c'est de rajouter un entraînement très léger, où il suffit de pas beaucoup d'occurrences pour faire ce travail-là. Un exemple concret, si vous avez un iPhone par exemple, mais ça marche aussi sur d'autres smartphones, vous prenez une photo, vous prenez Brigitte, et vous dites à votre téléphone que cette photo-là, c'est Brigitte dessus. Il lui suffit d'un exemple, et il va taguer Brigitte sur toutes les photos de votre iPhone. Quand vous ferez recherche à nouveau, vous trouverez toutes les photos où il y a Brigitte qui apparaît. Il lui faut un exemple. Donc il a bien été pré-entraîné à reconnaître des visages. Tout ça, c'est la partie pré-apprentissage. Et ensuite, il a une donnée supplémentaire qui est « Ah, bah, j'ai un exemple de Brigitte, maintenant je peux reconnaître toutes les Brigitte, à peu près. » Donc pour ChatGPT, on a Chat, on a GPT. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là parce que c'est basé sur un modèle précédent qui s'appelle GPT-3, donc la troisième occurrence de ce type de modèle. Donc pour Generative Pre-train Transformer, donc un transformer pré-entraîné génératif. Donc il fait de la génération, il a été pré-entraîné et ce transformer-là est la phase, on va dire, finale qui permet de générer. Alors qu'est-ce qu'il génère? Du coup, il génère du texte. Et ça, c'est important parce que c'est lié vraiment à la compréhension fondamentale de ce que c'est que ChatGPT. C'est pas quelque chose qui est capable de faire du raisonnement ou de la construction logique. Son job, c'est de générer des mots. Et il ne génère pas les mots n'importe comment. Son job, c'est de générer les mots qui sont probables d'arriver dans une phrase. Donc en gros, si on lui donne un élément de base, on peut lui dire, voilà, cet auteur a écrit un livre, est plus probable qu'a écrit une patate. Et je pourrais faire ça très simplement avec un grand graphe et mettre tous les mots, et là, prendre tous les mots du public, et essayer de les rapprocher ou pas de cet auteur a écrit. Et il y a des mots qui sont plus probables que d'autres. Ça peut être juste une répartition comme ça un peu statistique, mais globalement c'est ce qu'il fait. Il essaie de deviner les mots suivants et de les poser dans un sens qui va bien, et de faire une phrase qui a l'air cohérente, et du coup qui pour nous a du sens, et auquel on va potentiellement rajouter, du coup, une interprétation conceptuelle ou un intérêt ou de l'intelligence en se disant hey, c'est quand même pas mal ce qu'il dit, ou alors il a l'air sûr de lui, ou c'est un bon raisonnement, alors qu'il a juste mis des mots dans le bon ordre. Donc ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de construction logique. C'est un générateur de mots intelligent qui les met dans le sens probable. Et ce qu'il a été pré-entraîné, c'est sur le langage humain. On lui a montré, globalement, les humains écrivent comme ça. Il a dit, ok, j'ai eu plein d'exemples, et je vais écrire à peu près la manière dont les humains écrivent. Donc répartir des mots de manière où nous, on répartit les mots. Donc il y a eu des modèles basés un peu avant. Ce qui peut être intéressant comme information, c'est le nombre de données nécessaires, donc 570 gigas. Ça tient sur un disque dur de PC portable. Bon, c'est 300 milliards de mots, forcément les mots ça pèse pas lourd, 300 milliards, ça fait quand même beaucoup de contenu. Donc ça, ChatGPT, ce qui est important, c'est de comprendre que avant, OpenAI faisait des modèles ouverts. Donc GPT-3 notamment est un modèle ouvert où on connaît l'architecture et on sait à peu près sur quoi il a été entraîné. ChatGPT, c'est pas le cas. C'est le premier modèle d'OpenAI fermé. Donc on sait à peu près aussi, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, ces technos-là sont toujours à peu près pareils. Il y a, on va dire, une bibliothèque générale qui est toujours à peu près la même qui est utilisée. Donc on sait qu'il y a tout Wikipédia sûrement qui a été utilisé, qu'il y a des textes du web, ça peut être des textes de commentaires, qu'il a scanné des pages web générales. Il y a des textes religieux aussi, parce qu'ils ont l'avantage d'avoir été traduits dans plein de langues. Donc on a des textes longs traduits dans beaucoup de langues. Et tout ça, c'était des exemples de « les humains écrivent comme ça ». On lui a donné ça, et du coup, sa mission, c'était maintenant prédit des mots dans une phrase qui ressemble à la manière dont les humains écrivent. En gros, c'est ça qu'il fait. Et donc, le nombre de paramètres peut être augmenté. Donc là, vous avez un peu ce qui est prévu aussi pour GPT-4. Et ça, on les appelle du coup les LLM, les Large Language Models, parce qu'ils sont plus larges que ce qu'on avait avant. Pas en termes de données, encore une fois, ça c'est la chose qui ne bougera pas tant que ça. Même GPT-4 sera sûrement pas beaucoup plus de données. C'est plus les données qui sont importantes, c'est le nombre de paramètres
et la manière dont on peut affiner la prédiction de ces mots-là. Donc c'est ça qu'il faut retenir. On prédit des mots, et on prédit des mots indépendamment de la construction logique. On imite les humains, et pour le coup, on imite aussi l'intelligence. Ce qui est bluffant dans ChatGPT, c'est que c'est le langage qu'on mime. Et nous, notre sens, notre réflexion, l'intelligence, voire même la conscience, on la met dans le langage humain. Si j'ai quelqu'un qui me parle et qui a l'air de mettre les mots à peu près dans le bon ordre, et il va avoir l'air intelligent. Et il me suffit de ça. Et c'est ce transfert-là que je fais juste par le langage, et c'est ce qui nous bluffe le plus, parce que c'est plus prégnant qu'une image. On va voir peut-être dans cette image qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette représentation. On est dans une image séparée d'un être humain, par exemple. Le langage, c'est quelque chose de direct. Je vais m'accrocher, je vais discuter, je vais analyser. Et on a plus de chances de se faire piéger, de trouver ça impressionnant. Ça, c'est écrit assez gros. Donc je vous présente quelques exemples généraux. Donc ça, c'est ChatGPT. L'idée, c'est que la première phrase, c'est toujours ce qu'on appelle le prompt. Donc c'est l'input, c'est la phrase que je lui ai mis dans une discussion. Je lui ai posé une question, je lui ai demandé de faire quelque chose. C'est ça qu'on appelle le prompt. À chaque fois, là, c'est des discussions neuves. Il n'a rien appris, il ne sait rien de moi. Il me sort ça de rien. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple de... j'ai pris un exemple de prise de notes. Donc je vous ai pris des exemples de ce que ça peut représenter dans des missions courantes. Donc là, vous faites votre réunion, vous prenez des notes, vous avez votre note avec vos bullet points mal fait là, et puis hop, vous faites un copier-coller et vous dites, est-ce que tu peux me faire un résumé écrit? Et il va vous faire votre résumé, votre compte-rendu de réunion rédigé. Voilà, là, je l'ai utilisé pour créer des morceaux d'un appel d'offres, par exemple. Donc, expliquer pourquoi il est important de former tous les salariés et les citoyens aux concepts fondamentaux de l'IA. Voilà, le marché est situé à Laval. Et donc, je vais juste donner une mission, un contexte, et il me sort un contenu qui est de l'information générale, mais que je pourrais vraiment copier dans un appel à projet pour expliquer pourquoi on est censé faire de la formation. Et en plus, il me contextualise dans un bassin donné. Et donc ça, si vous faites des appels d'offres, c'est toujours une introduction ou ce genre de blabla général à donner et qui peut être facilement reproduit. Là, je vais demander de rédiger un mail pour inviter nos partenaires à s'inscrire à la nouvelle newsletter de ClassCode et à partager nos MOOC. Donc tu peux t'inspirer du texte suivant. Donc je vais donner, encore une fois c'est un chat, donc là il n'y a qu'une conversation donnée, mais normalement on discute avec lui. C'est pas comme Google où s'il ne nous a pas donné ce qu'on veut, on doit refaire une recherche. Là on discute, on peut le guider, on peut lui demander de changer des choses, de revenir, de changer des parties. C'est vraiment de la discussion comme si on avait un assistant à côté de nous. Donc là par exemple je vais donner un exemple. J'ai fait juste un copier-coller de ce qu'il y a sur notre site web. J'ai dit voilà, ClassCode c'est ça, tu me fais une invitation à une newsletter, et il m'a rédigé le mail complet. J'ai juste à mettre les adresses mail derrière. Il a repris toutes les informations de la description de ClassCode, en reparlant de l'apprentissage du code, de l'informatique, voilà, de la culture numérique, etc. J'ai écrit ça au début en écriture inclusive, il me l'a gardé sur tout le courrier en écriture inclusive. Donc il s'inspire vraiment des informations. Donc, ChatGPT n'a pas de mémoire, on va dire, vous ne pouvez pas le modifier fondamentalement. Il a une mémoire de discussion qui est à peu près 3000 caractères, ce qui veut dire que quand vous démarrez une discussion, il peut s'inspirer des contenus, du style, des informations que vous avez données. Il sait de quoi vous lui parlez, en fait, vraiment. Si vous lui demandez de faire un plan et vous lui dites « tu peux me changer le point 2 », il sait ce que c'est que le point 2 et il va répondre à cette demande-là. Mais vous ne pouvez pas le modifier fondamentalement, ça veut dire que vous n'avez pas d'influence sur lui. Si vous essayez de le convaincre que la Terre est plate, par exemple, vous n'y arriverez pas, mais même si vous y arrivez, il ne va pas dire à tout le monde que la Terre est plate, et en disant « attention, j'ai discuté avec Benoît du 44, et il m'a dit que... » et il va changer ses informations. Donc ça, c'est le côté un peu de sécurité qui a été placé et qui est lié à l'architecture, parce qu'il n'apprend pas directement des conversations qu'il a. C'est fait après par des étapes intermédiaires de mise à jour du modèle.
Donc là, je lui demandais, imagine un plan stratégique d'entreprise pour améliorer l'acceptation de solutions à base d'IA par des salariés, tout en développant leur connaissance de ces outils, leur compréhension des concepts fondamentaux de l'IA, et en leur permettant d'exprimer leur propre expertise. Hop. Voilà. Un plan en 5 parties, qui est pas mal. Hein. Donc on a des trucs, c'est des trucs basiques, hein, mais voilà, identifier les besoins de formation des salariés, développer les programmes de formation, favoriser la collaboration interne, sensibiliser aux enjeux de l'IA, encourager le retour d'expérience. Enfin, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a deux manières de réagir à ça. Il y a des gens qui vont vous dire c'est la fin de la créativité et de l'imagination. Moi, c'est pas mon opinion. Moi, je pense que ce que prouve ChatGPT, c'est si ça met quelque chose en danger, c'est la médiocrité. Dans le sens moyen, en gros, l'intelligence commune, générale. Ça, c'est à peu près ce que vous avez si vous mettez 10 personnes intelligentes dans une pièce pendant 4 heures. Vous allez ressortir ce truc mou, consensuel, voilà, d'intelligence un peu commune, où on aura discuté et puis on aura fait un plan, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, c'est juste bien, c'est pas mal. Et ça se voit quand on a fait passer tous les tests qu'a fait ChatGPT, des tests scolaires ou d'études, etc., à plein de niveaux différents. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il a à peu près toujours la même note. C'est entre 10 et 14, en gros 12. C'est bien mais pas top. C'est l'élève bien mais pas top. Et c'est ça que ça dit sur nous, en fait, c'est que c'est facile de générer l'information voilà, générale, mais que ça peut nous permettre de gagner du temps. En gros, au lieu de faire ces 4 heures-là en réunion et de sortir ça, qui n'a pas grand intérêt, eh ben on va le faire en 5 secondes et on va dire « Ok, ça c'est le truc commun bateau. Maintenant, mettons notre intelligence humaine vraiment à trouver des choses intéressantes, innovantes, intelligentes, créatives, et on va dépasser ce cadre-là. » Donc, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est voilà, un peu ces deux manières-là de voir, c'est qu'à un moment donné, quand on sera noyé de contenu un peu consensuel comme ça, un peu mou, bah, c'est plus ce qu'on demandera, c'est pas ça l'intelligence. Ça, on gagne un temps fou à évacuer ça, qui peut être un bon squelette, c'est un point de départ, mais c'est juste, voilà, le truc bateau, il est là. Maintenant, on peut avancer et on peut trouver des choses intéressantes. Le plan d'un article consacré à la transformation digitale. Voilà. Donc ça, forcément, voilà, l'impact sur les tâches administratives, la création de support, là, ce que je vais vous montrer, les plans, etc., moi, je l'ai fait sur des plans, des choses sur lesquelles on réfléchit à la chair. Voilà, je vais vous demander de me sortir la stratégie pour la diffusion d'une éducation ouverte au sein de l'université, d'une université. Il m'a sorti globalement le plan mis en place à Nantes, à l'université, que les groupes de travail ont mis 6 mois à mettre en place. C'était vraiment pas loin d'être exactement la même chose. Donc là, sur les plans voilà, d'articles, etc., c'est pareil, tout ce blabla, le côté général et tout ça, c'est facile à sortir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on le lit pas nous-mêmes. Donc la chose intéressante, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, Internet, c'est presque, on est noyé par des informations sur le web, et en gros, c'est quasiment des machines qui parlent à des machines. Parce que nous, on ne les lit pas. On ne lit pas les pubs, on ne lit pas les trucs, on va chercher l'info, on lit en diagonale. C'est vraiment, voilà, les machines produisent des contenus qui sont lus par d'autres machines, elles parlent entre elles, et nous, on est au milieu en train d'essayer de chercher des informations à peu près pertinentes dans tout ça. Donc, ça peut être aussi la fin de ça, parce que voilà, cette multiplication, cette reproductibilité, on va la mettre de côté, au même titre que quand on navigue sur le web, quand on a fait des études sur les pubs ou les pop-up, les gens ne les voient même pas. C'était quoi la pub qui est passée? Le cerveau a mis le truc de côté. Et de plus en plus, en fait, on filtre. Et ça, c'est aussi des questions fondamentales pour l'éducation, parce que les jeunes ou les enfants ou les jeunes ados ont l'habitude de ça. Donc effectivement, on dit « Ah, il ne peut pas lire un texte ou se concentrer plus de 10 minutes », mais on lui a appris à filtrer la moitié, les 3/4 des informations qu'on lui envoie ne servent à rien, sont de la pollution. Donc forcément, voilà, quand on lit Verlaine, peut-être qu'on le lit un peu de la même manière, parce que notre cerveau a pris aussi ce pli-là et cet exercice-là. Bon, un email de livre blanc, voilà, consacré au Customer Data Platform.
Bon, tout ce qui est mail, etc., plan stratégique et tout, ça fonctionne plutôt très bien. Les lettres de motivation, les comptes rendus de réunion, les articles de presse, les résumés. Vous pouvez lui donner plein de parties et lui dire « résume-moi ça, crée-moi un contenu général ». Donc, si on résume, on a voilà, un assistant presque parfait, aide à la rédaction d'appels d'offres, plan stratégique, com, développement, les secteurs d'entreprise. Il peut faire des tableaux aussi, il peut faire des annuaires, des listings. Donc, aujourd'hui, ChatGPT, il est bloqué en 2021, il n'a pas de mise à jour. Voilà, si vous lui demandez qui a gagné la Coupe du Monde, il ne sait pas. Ce sera sans doute le cas, il va être connecté après à Internet. Si vous testez le moteur Bing de Microsoft, aujourd'hui c'est l'équivalent du ChatGPT connecté à Internet. Forcément, il y a beaucoup plus de protection et de contraintes parce qu'il est en train d'interroger Internet. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les occurrences, on lui parle d'un truc, il va regarder qu'est-ce que j'ai là-dessus. Donc, la manière dont il faut voir, c'est vraiment pas comme si c'était une grande bibliothèque où il va se dire bah, tu me parles de tel sujet, je vais regarder parmi mes 570 gigas, ok, tu me parles de ça et je te prends ce contenu-là. C'est du contenu original, il crée tout. Ce qu'il crée, ça n'existe pas dans un contenu, il n'est pas en train de citer quelque chose. C'est juste que, ah, tu me parles de ça, moi j'ai appris la plupart des humains, quand ils parlent de ce truc-là, ils en parlent à peu près comme ça. Et du coup, ils génèrent du texte à peu près comme ça sur ce sujet-là. Donc sur Bing, par exemple, j'ai fait le test, qui était marrant, qui était de prendre un sujet où je sais qu'il y a plein d'infos, et qui sont fausses, et de lui demander ce qu'il en pense. Donc je lui ai demandé quelle est la capitale du Liechtenbourg. Donc le Liechtenbourg, c'était un État qui était une blague sur Twitter, qui avait été inventé par un internaute, qui avait mis un gros pays à l'ouest du Portugal pour se moquer des Américains qui étaient nuls en géo. Et du coup, Internet s'est amusé à créer toute une histoire et un lore du Liechtenstein. Donc il y a des sites sur l'Office du tourisme, sur les trucs à visiter, il y a des pages Wikipédia entières, enfin il y a des tas de contenus sur ce pays qui n'existe pas. Et donc forcément, bah, lui, quand il regarde Liechtenstein, bah, il a plein d'exemples, il est allé voir et il est tombé dedans. Donc il m'a donné la capitale directement, sans me dire que c'était un pays qui n'existait pas. Donc ensuite, je lui ai demandé qu'est-ce que je peux visiter là-bas. Donc il est allé voir sur l'Office du tourisme, il m'a donné plein d'exemples. Donc après, il s'est rappelé que ça n'existait pas, il l'a reprécisé, mais pendant tout un pan de la conversation, c'était pas clair. Si je ne savais pas cette information-là, je pouvais aller visiter, par exemple, le plus grand stade du monde, qui est là-bas, de 18 000 spectateurs. Donc je lui ai demandé, mais du coup, donc il me dit ça, il me donne dans la liste le plus grand stade du monde, au Liechtenbourg. Donc je lui pose une question d'eux, je lui dis, mais quel est le plus grand stade au monde? Et donc il dit, donc il commence par, c'est le stade de Liechtenbourg, et là, hop, ça s'est effacé. Et il dit, c'est un stade en Chine, donc je ne me rappelle plus le nom, mais voilà, qui a tant de places. Et donc je lui dis, bah, du coup, tu t'es trompé. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, le Liechtenbourg, ça n'existe pas. Bah, ça me revient, mais voilà, c'est pour ça. Donc ça compte pas vraiment. Donc c'est plus dur dès qu'on le branche sur Internet, qu'on est pollué, et c'est aussi pour ça que toutes les IA qui ont été testées, grand public branché, ont posé pas mal de problèmes la plupart du temps avant, parce que sont soumis aussi à nous, aux idioties humaines qu'on peut leur donner. Donc, je vais vous donner quelques autres exemples, plutôt dans le domaine de l'éducation. Donc ça vient d'un projet européen qui s'appelle AI40. L'objectif, c'est de produire un MOOC, des ressources à destination des enseignants pour l'apprentissage ou l'acculturation à l'IA en éducation. Et de pouvoir se poser un peu les questions de ce que ça change, ces technos-là, sur l'apprentissage et des élèves, et la manière dont on doit donner des contenus, l'évaluation éventuellement, ou les compétences qu'on essaye d'acquérir à l'école. Donc là, on a travaillé avec les enseignants, moi je leur ai fait aussi une présentation de ces outils-là, et on a réfléchi un petit peu à ce que ça pouvait produire. Donc pour l'instant, c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas de réponse fixe, on sait juste que, ça pose problème, que ça transfère sans doute les compétences et qu'il y a un changement qui s'opère, mais de là à lister effectivement ce qu'il faudrait comme compétences fondamentales pour faire face ou utiliser intelligemment ces outils-là, c'est la partie qui est encore pas claire, parce qu'il y a la mi-chemin entre de la pédagogie, de la didactique, des problèmes technologiques, et qu'en gros, nous, ce qu'on a constaté sur ce projet européen, c'était que le problème n'était pas technologique. Ce qui est dur, c'est pas d'expliquer ce que c'est que l'IA, ça c'est facile. Ce qui est difficile, c'est les implications pédagogiques et didactiques qu'il y a derrière, qui posent des questions fondamentales sur ce qu'on apprend à l'école et la manière dont on apprend à l'école.
Donc forcément, voilà, pareil, ChatGPT, on peut faire une liste des principales dates clés de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, pour le coup, il donne des informations justes, la fausse information. Par contre, c'est pourquoi il me donne ça, et pas autre chose. Il y a plein d'autres dates importantes, il y a des dates peut-être pas moins importantes, mais en tout cas, il y a un choix qui s'opère. Et pourquoi il opère ce choix-là? Aucune idée. Si je lui demande de me régénérer ça, il va me générer une autre liste. Donc c'est aussi une spécificité de ChatGPT, c'est que ces IA génératives génèrent toujours des choses différentes. Il n'y a pas de reproductibilité maîtrisable. Il peut reproduire la même chose, mais globalement, son système est fait pour produire à chaque fois des choses différentes. Je peux lui demander de faire des tableaux. Donc là, je lui ai dit, fais-moi un tableau avec les 5 pays qui comptent le plus d'habitants, en ajoutant une colonne pour la superficie, le PIB, les langues officielles. Je pourrais très bien faire ça sur Bing, par exemple, avec des entreprises, et me sortir un annuaire local, parce que du coup, il a aussi des informations mises à jour sur le web. Donc ça, j'ai pris ça dans le programme. Résumé de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'Inde de Gouges. Donc j'ai un résumé correct, lambda, qui ressemble à du Wikipédia, mais qui n'est pas du Wikipédia, qui est original. Si je lui demande à chaque fois, il me fera un résumé différent. Donc forcément, tout ce qui est factuel en revient. Il ne va pas m'inventer trop des trucs. Mais il peut rajouter des choses qui n'existent pas. Il peut rajouter des petits bouts de machin. À l'intérieur du texte, tout est bon, sauf qu'il me dit qu'à un moment donné, voilà, l'Inde de Gouges est parti au Brésil pendant 5 ans, et c'est complètement faux. Mais c'est complètement noyé dans l'information du texte, parce que là, ça allait bien dans la phrase. Peux-tu imaginer un plan en plusieurs parties démontrant en quoi ce texte est un élément marquant pour le développement du féminisme en France? Hop, une disserte, 4 parties plus conclusion. Donc forcément, pour les devoirs, ça change pas mal de choses. La manière de travailler, c'est du Wikipédia accéléré. Il ne s'agit même plus de chercher, de prendre et de faire du copier-coller. On a de la génération, on va dire, structurée de la pensée. Donc ça marche en anglais aussi, donc il peut faire de la traduction. Donc là, je vais demander un résumé du portrait de Dorian Gray et une traduction dans un style académique et universitaire. Mais bon, bah, ça va se voir après, donc il faut adapter. Écris-moi ça comme si j'avais 15 ans. Bon, après, il a forcé un peu, hein. C'est again, mais globalement, ça marche bien. Mais c'est peut-être pas suffisant, alors bon, je vais quand même rajouter 2-3 fautes d'orthographe, histoire de, pour être sûr. Donc tout ça, c'est marrant dans la manière dont lui, il voit tout ça, parce que donc tout ça, il y a vraiment, c'est aussi une norme, on se dit, ah mais du coup c'est la fin des devoirs à la maison, et c'est super grave, etc. Mais ça n'existait pas avant. Un traducteur, ça traduit. Je traduis, j'ai la version exacte de ce que je viens d'écrire. Là, je peux naviguer à travers les degrés de langage. Et ça, c'est aussi génial pour l'exploration de la langue. Je peux traduire n'importe quel texte dans le style d'un grand auteur, ou à la façon de Shakespeare, ou à la façon de Dickens, et voir ce que c'est que le style du Dickens dans un texte que moi j'ai écrit. Je peux voilà, voir un peu comment lui conçoit les fautes d'orthographe, ou lui dire mets des fautes d'orthographe, de grammaire, fais-moi un texte à trouver, etc. Et donc vraiment explorer le langage à travers la manière dont lui, il le génère. Donc là, j'ai écrit un truc comme si, voilà, vraiment comme si je ne savais pas écrire anglais. J'ai écrit un truc bateau avec plein de fautes d'orthographe. Et je lui ai dit, donc voilà, ma pensée de base, déjà tu me corriges la phrase. Donc il m'a corrigé la phrase en gardant le sens. Et ensuite j'ai dit, maintenant réécris-moi ça dans un meilleur niveau d'anglais et en développant. Et c'est ça qui change aussi. Je pars de mon idée de base, je contiens toujours les idées d'origine que j'ai eues, et je vais avoir une extension, on va dire, de ma pensée, traduite dans une autre langue, et qui respecte à peu près ce que j'ai voulu dire. Donc ça, c'est pareil. Je pourrais très bien apprendre l'anglais et me dire, je traduis ça. Qu'est-ce qui change de moi, mon texte moche, avec mes fautes d'orthographe et la grammaire approximative, d'un paragraphe bien écrit? Et de comparer ça, d'explorer vraiment ce qui fait que la construction du langage. Je peux lui dire de m'écrire ça dans un niveau universitaire, ou très haut, ou soutenu, ou en argot, ou voilà, ce genre de choses-là.
Bon, forcément, il faut aussi des choses pour les enseignants. Donc, on a montré aussi des choses aux enseignants. Là, j'ai juste copié un gros bout de texte qui sert à la culture anglaise. Souvent, c'est des textes thématiques. Donc là, c'est pour... ça parle des congés payés en Angleterre, pour les femmes. Des congés maternité, pardon. Donc, j'ai copié ça. J'ai dit, OK, tu me fais un QCM de 10 questions là-dessus. Gagne du temps. Incroyable. Là, il y a beaucoup de données chiffrées, mais c'est parce qu'il y en a dans le texte. Et je pourrais très bien lui dire, tu me fais ça avec 3 questions d'orthographe, des questions de grammaire, je veux un truc sur les verbes irréguliers. Il sait, enfin, il reconnaît en fait dans le texte, c'est ça qui est assez génial, c'est que là, il est capable de déceler dans un texte ce qui peut faire l'objet d'une question, formuler une question et me mettre des réponses possibles et la réponse appropriée. Bon, un petit exemple en maths, bon, celui-là il est super simple, mais voilà, 5 exercices sur les fonctions affines. Si vous lui donnez un exercice, il va le résoudre. Il est moins bon en maths que Google Lens ou Adaptive Math, qui sont des choses où vous prenez juste votre smartphone, vous prenez une photo, et il va vous résoudre les équations en vous proposant toutes les démonstrations possibles. Vous choisissez vos démonstrations, etc. Et donc, ces solutions-là sont faites pour faire de la résolution mathématique. Encore une fois, hein, il est capable de résoudre ça. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde ici. Alors qu'il ne connaît que les mots. Pour lui, c'est un ensemble de caractères. Et il arrive à trouver une solution, juste en mettant les symboles dans le bon sens. Ce qui est aussi intéressant de faire des maths ou de la science ou du raisonnement uniquement à travers le langage. Il peut faire du code. Voilà. Donc là, je vais demander de me faire une petite ligne de code pour déterminer si un nombre est premier ou non. Donc non seulement il fait du bon code, mais il fait du code bien commenté. Et ça, c'est pratique. À chaque fois, vous avez voilà, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Donc vous pouvez le corriger, changer, lui demander de faire une autre manière de faire. Il comprend le contexte. Donc, par exemple, si vous faites de la robotique et vous faites de l'Arduino, qui est des petits robots ou des petits éléments pour allumer des choses physiques que vous voulez faire, voilà, par exemple, vous pouvez faire une phrase en disant « Fais-moi une ligne de code pour, sur un système Arduino, faire clignoter une LED en appuyant sur un bouton quand je suis sur la 6e broche. » Il va vous faire ce code-là, et il va vous le faire pour la bonne broche et avec les bons indices. Donc il comprend la description, on va dire, de votre projet, et la ligne de code est adaptée. Donc ça, notamment, ça peut être un problème en cybersécurité, ça a été évoqué plusieurs fois, parce que ça facilite la génération de code opérationnel simple. Donc notamment pour ce qu'on appelle les script kiddies, qui sont voilà, des jeunes souvent qui n'ont pas beaucoup de connaissances en informatique ou en code, et qui utilisent ce code-là avec des objectifs malveillants, et qui utilisent souvent des scripts. Donc en gros, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ils ne savent pas très bien quand ça marche ou quand ça ne marche pas, mais en téléchargeant juste du code malveillant, on peut faire des attaques qui peuvent marcher sur des sites mal protégés, par exemple. Et donc forcément, ça accélère un peu ça. Il y avait un expert en cybersécurité qui disait c'est un peu comme une imprimante 3D. Ça ne peut pas vous imprimer une arme à feu, mais ça peut imprimer toutes les parties d'une arme à feu. Et donc on est exactement dans ce cas-là. S'il y a la connaissance suffisante, on peut générer du code qui serait malveillant au final, à condition de savoir ce qu'on fait. Ouais, je vous montre quelques limites. Donc, par exemple, cette énigme-là, donc toutes les limites, quelques exemples d'abstraction. Si vous ne connaissez pas cette énigme, voilà, vous n'aurez pas la réponse d'ailleurs, je peux vous la laisser. Donc c'est 2 personnes qui se rencontrent, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il dit qu'est-ce que je deviens maintenant j'ai 3 filles, il dit quel âge elles sont. Et le vieux répond si tu multiplies leur âge, tu obtiens le nombre 36. L'autre fait bon, je sais pas. Si tu additionnes leur âge, tu obtiens le numéro de la maison d'en face. Ah oui, et l'aînée est blonde. Et l'autre fait ah, ok, je connais l'âge exact de tes 3 filles. En sachant que les 3 indices sont indispensables pour résoudre l'énigme. Donc celle-là, même pour nous humains, elle a un niveau d'abstraction bizarre. C'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Mais effectivement, il faut ces 3 indices-là, et c'est complètement cohérent d'un point de vue mathématique. Mais le niveau d'abstraction est assez élevé, parce qu'il faut imaginer des choses et simplifier et faire... Donc là, ChatGPT il est complètement largué. Voilà, ça c'est ce qu'il raconte. Donc là, il y a 4 propositions, il y a à peu près 3 fautes par ligne. Il n'y a rien qui va.
Donc il y a plein de choses qui lui manquent là, c'est voilà, il voit pas les personnes, il se distingue pas, mais encore une fois, c'est parce qu'il fait pas de la résolution, il réfléchit pas, il met les mots dans le bon ordre, donc là on a bien des choses qui vont à peu près, mais ça fonctionne pas. Donc l'autre truc sur lequel il peut planter, c'est voilà, les phrases du genre la mère de Tom a 3 enfants, Riri, Fifi et Tom. Donc ça pareil, il ne le voit pas. Donc là il dit pas Loulou parce qu'il n'a pas la ref, mais il dit pas Tom non plus. Il dit qu'il sait pas, qu'il n'a pas assez d'éléments. Donc ça dépend de la manière dont on la présente, celle-là, des fois il a raison quand même. Mais on voit bien que c'est voilà, ce niveau d'abstraction-là, de personnification, d'identification des éléments, il n'est pas en train de composer des choses. Donc c'est la première activité, moi par exemple, je l'ai fait avec des élèves en collège. Je leur ai fait faire l'énigme des 3 filles. Ils ont mis une petite demi-heure en collaboration à la résoudre. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, maintenant vous avez compris, vous allez l'expliquer à ChatGPT. Et c'est long. Moi, j'ai 1 heure de conversation pour lui faire comprendre ça. Parce qu'il faut lui faire comprendre déjà qu'il peut y avoir des jumeaux. Il faut lui faire comprendre, voilà, lui faire calculer chaque indice, les uns après les autres, et donner toutes les étapes de manière assez précise. Donc ça, c'est génial du point de vue de l'apprentissage, parce que les élèves s'énervent vite. Ils disent « Mais monsieur, il comprend rien », énervant. Et donc ça les force à être précis et à s'exprimer correctement et à lui donner les éléments les uns après les autres. Et au final, il y arrive, mais voilà, encore une fois, c'est pas de la compréhension, il comprend pas. Il peut réexpliquer tout le raisonnement, mais voilà, il me faisait le détail, et je lui dis « Bon, bah, ok, donc maintenant, du coup, est-ce que tu peux me dire la solution s'il est né des brunes? Ça aurait changé quelque chose ?» Ah bah oui, forcément, s'il est né brune, ça change tout, c'est pas les mêmes calculs. Et si l'aîné était chauve, elle m'a répondu, si l'aîné est chauve, c'est absolument impossible de résoudre l'énigme. Je ne sais pas. Donc l'important, c'est de ne pas s'arrêter à ça. En gros, ça peut être... Le piège, ce serait un peu comme un traducteur. Il y a des gens qui disent « Ah, il s'est trompé là » ou « Ça, il n'y arrive pas à faire, on a de la marge, c'est bon, on est sauvé. » Non. C'est juste, une question de temps, 2, c'est lié à l'architecture de ça, et c'est pas ça, si c'est répondre à la question vérifier Loulou l'intelligence humaine, c'est pas non plus super gratifiant pour nous. Donc l'idée, c'est de pas s'arrêter à cette limite-là, c'est lié au fonctionnement. Et dès qu'on comprend que ça génère des mots dans un ordre, et pas que c'est en train de réfléchir, déjà, on comprend plus pourquoi il a du mal avec l'abstraction. Et c'est vraiment de ne pas s'arrêter à ça, sinon on tombe dans ce piège de « Ah bah c'est pas si intelligent », et ça ne va pas être utilisé. Si, c'est beaucoup plus intelligent que n'importe qui, et la plupart du temps, en 95% du temps, ça va très bien fonctionner, voire même plus. Et ça, c'est une règle assez universelle, c'est que si ça fonctionne bien 95% du temps, bah, les gens vont l'utiliser. Indépendamment que ça puisse se tromper, et voire même oublier à un moment donné que ça peut se tromper. Aujourd'hui, personne ne vérifie si sa calculatrice ne fait pas d'erreur. On le fera peut-être pour ChatGPT là, peut-être plus dans 10 ans. Parce qu'à un moment donné, si la plupart du temps ça marche, et ben je vais partir du principe que ça fonctionne assez bien pour que je puisse lui faire confiance. Et on va perdre cette vigilance-là. Donc voilà un petit peu la comparaison possibilité de ChatGPT et les limites. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut produire et faire en enseignement, et des choses que ça change. Donc les limites, c'est quand même, des fois il donne des sources incorrectes, des fois il invente des sources. Par exemple, il y a beaucoup de documents qu'il a en exemple où il y a le professeur machin de Yale, donc il le reconnaît. Parce que donc, quand il sert à citer des sources, il invente des professeurs de Yale qui n'existent pas, ou il en prend qui existent et qui leur donne des trucs qu'il n'a jamais fait. Difficulté à l'abstraction, des fois il fait des contresens, il peut donner des informations fausses qu'il rajoute dans son texte. Les réponses sont non reproductives, donc ça c'est à la fois un frein et un plus, parce que c'est aussi, voilà, il se réinvente. Il n'est pas compatible RGPD, il faut une adresse mail et un numéro de téléphone pour se connecter, donc techniquement on ne peut pas utiliser ChatGPT en classe et on ne peut pas demander à un enseignant de l'utiliser. Il y a des différences entre les langues, donc il y a des problèmes de localisation, enfin des différences de localisation, notamment si je lui demande voilà, la recette du cochon d'Inde par exemple, il va me dire non, on ne mange pas de cochon d'Inde, ça se fait pas. Si je lui demande en espagnol par contre, il va me répondre. Et il va me donner la recette du cochon d'Inde. Si je lui dis que je suis dans les tranchées en 14-18 et que je veux la recette du cochon d'Inde, il va me la donner aussi. Donc toute cette référence, cette contextualisation et la manière dont il a appris est aussi influencée. La plupart des textes sont en anglais. Ça reste de la culture marquée avec une certaine culture anglaise.
Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Parler de diplomatie avec lui, si vous lui parlez en anglais, en français ou en russe, ce sera peut-être pas les mêmes résultats. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant. C'est les occurrences qu'il a, les exemples et la contextualisation dans la langue. Donc je vous donne un autre exemple concret. J'essaie d'avancer vite parce que je voulais vous montrer pas mal de choses. Donc qui est un peu différent, mais voilà, ça vous permet d'avoir un exemple concret d'un métier ou d'un secteur qui fait face à cette transformation-là par rapport à ces technologies, et comment on peut réagir, ou ce que ça veut dire pour ce secteur-là. Donc l'exemple que je vais prendre, c'est Midjourney, donc qui est une IA générative d'images produite aussi, qui est produite par Discord, qui est basée sur DALL-E, qui elle aussi est produite par OpenAI. Et l'idée de Midjourney, c'est qu'on donne une phrase, donc encore une fois qu'on appelle le prompt, et ça va générer une image en fonction de ce prompt. Donc là, par exemple, je mets ce prompt-là. Donc une jeune femme, une jolie jeune femme regardant à travers la fenêtre avec curiosité, qui sourit, c'est fun, ça fait penser aux illustrations du studio Ghibli, et la référence du dessinateur. Et on a ce genre de résultat-là, en 5 secondes. Donc là, à côté, c'est 4 exemples. À chaque fois, il va vous donner 4 exemples, il vous dit, voilà, c'est à peu près ça, qu'est-ce que tu préfères, vers quoi tu veux te diriger. Et on peut en sélectionner une et l'upscaler. Donc on l'agrandit, on lui dit, tu me prends celle-là, tu me la fais en grand et en beau avec des détails supplémentaires. Donc là, par exemple, c'est la deuxième en haut à droite, sur la partie gauche de l'écran, et quand on l'upscale, il rajoute des détails et de la précision. Donc ça fait des choses jolies, quoi. L'illustration qui pourrait être dans un livre d'illustration, qui pourrait servir dans une campagne de pub ou faire un livre pour enfants. Donc je vous montre une petite vidéo qui est un projet qui a été fait à Super Demain, d'un graphiste à qui on a demandé de faire toute la campagne de com avec des IA. Donc il a utilisé principalement ChatGPT avec son prompt ici. Il a généré, donc là, lui, il l'a utilisé tout au début, c'est-à-dire il y a 6 mois. Donc il a eu cette première génération avec sa petite astronaute. Donc il en a généré plein, il a essayé plein de prompts, fait plein de phrases, il a essayé des descriptions différentes, et il a trouvé à peu près ce qu'il voulait. Et ensuite il a réutilisé ses compétences de graphiste pour retoucher l'image, l'améliorer, prendre le casque d'un côté, le visage de l'autre. Il avait besoin d'un fond, il a utilisé une autre IA qui est plus dans la génération réaliste, parce qu'il voulait un fond un peu de nuage, et qu'en gros les IA ont des styles graphiques. Et donc là il a utilisé Stable Diffusion pour générer son fond. Il a fait plein de fonds, il a choisi à peu près ce qu'il voulait, voilà, il les a refondus. Donc tout ça c'est ses compétences de graphiste. Il a upscalé l'image, donc qui est toute petite, il l'a mis en très grand. Donc ça, c'est aussi de l'IA. Hein. Tirer une image, normalement, ça fait des gros pixels moches. Là, cette IA-là reconstruit l'image à travers les pixels pour pouvoir passer d'une petite image à une image extrêmement grande. Et ce travail-là a été ensuite mis sur tous les métros, les trams de Lyon et sur le palais du Congrès. Donc, en gros, un résultat de qualité professionnelle, juste en utilisant 2 IA. On va remettre la présentation. Ah, du coup, il s'est perdu. Enfin. Je regarde si j'ai la main dessus. Ok, c'est bon. Donc il a témoigné, il a dit que ça lui a pris à peu près 10 fois plus de temps que s'il avait fait lui-même. Parce que faut tout réapprendre, il faudrait discuter, parler avec des mots, essayer d'expliquer à une machine ce qu'on veut, alors que nous on sait le faire avec la main. Et du coup c'était extrêmement frustrant, c'est comme alors quelqu'un, nous on sait dessiner, on a quelqu'un qui ne sait pas dessiner, et on lui dit voilà, non plus comme ça, tu vas me dessiner, tu refais. En fait voilà, il ne pouvait pas interagir. C'était le principe de ces IA là, c'est de communiquer avec des mots et avec des consignes qui sont de l'ordre de la description. Mais voilà, il s'est prêté au jeu, il a réussi à trouver à peu près ce qu'il voulait, il a réutilisé quand même ses compétences de graphiste et il a réussi à produire un résultat satisfaisant.
Et ces questions-là, voilà, quand on est face à un outil qui produit des choses assez impressionnantes comme celle-là, bah, c'est pas des questions nouvelles. On s'est posé déjà la question, voilà, dans l'art, pour les appareils photo, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a pu transformer le métier de graphiste. Donc on peut poser la question à NIA aussi, on peut poser la question à GPT-3 par exemple. De quelle manière le métier d'illustrateur va-t-il évoluer par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle? Donc GPT-3 a répondu: pour survivre dans un tel environnement, l'illustrateur devra renoncer à sa révérence presque superstitieuse envers la créativité. Voilà, c'est classe et violent. Donc lui, son travail, c'était notamment, donc Étienne Miller, là, que vous voyez, qui est cité sur les visuels, a travaillé avec des écoles d'archi, de graphistes, de designers. Il allait voir les élèves et il disait, voilà, on vous présente un outil comme Midjourney, qu'est-ce que ça change pour vous? Donc forcément qu'ils sont obligés de s'adapter vite, parce que c'est souvent des écoles privées, et payer 30 000 € l'année pour une école, alors qu'on voit qu'il y a un truc gratuit qui fait mieux que nous en 5 secondes, on a quelques doutes sur son orientation professionnelle, et donc il fallait réagir vite. Donc il les a accompagnés dans l'exploration de ces compétences. Donc forcément, voilà, on a des trucs qui font ça, qui font des choses qu'on peut directement utiliser en production professionnelle. Voilà, ça c'est moi qui les ai générés, là. Je peux générer des produits, j'ai fait des baskets, j'ai fait une image de Bouygues Télécom, je pense. Moi ça me fait penser à Bouygues Télécom. Un forfait pas cher. Voilà. Donc cette personne n'existe pas, hein. C'est vraiment une image, un visage généré par l'IA. Donc elle a quelques défauts, je l'ai juste sorti super vite. Voilà, j'ai fait des cuisines aussi. Et puis j'ai fait une pub pour le café. Ça m'a pris 10 minutes. Moi, je ne suis pas graphiste. Donc le travail d'Étienne Miller avec ses étudiants, ça a été, on prend cet outil-là, on l'explore et on regarde ce qu'on peut comprendre ou les conséquences qu'on peut apprendre aussi sur nos compétences et la manière dont on travaille. Donc ils ont généré par exemple des insectes qui n'existent pas, avec des mots supplémentaires, plutôt blow-up, phosphorescent, ce genre de choses-là, pour essayer de produire des choses qui pourraient être peut-être dans un musée. Une des choses qu'ils ont appris, c'est la manière dont on déconstruit l'image. Donc en gros, générer de l'image, c'est facile. Générer des trucs beaux, ça peut être assez facile. Par contre, comment on gère ce qu'on appelle l'ellipse, le temps entre deux informations, ça, c'est plus compliqué. Et finalement, c'est le style artistique. Eux, ils avaient des filières sur la BD, le manga, etc. Et donc, comment on construit l'image qu'on ne voit pas. Si je fais quelqu'un qui ouvre une porte, je ne vais pas faire 15 cases où il ouvre la porte, il pousse la clenche, il pousse le truc, il la ferme, etc. Je dois choisir le moment, le mouvement suffisant pour la compréhension. Et ce découpage-là, cette projection-là, ou la construction de la scène, c'est une partie spécifiquement liée à l'implication de l'artiste. Et c'est compliqué de le reproduire. Notamment parce que c'est compliqué avec ces IA-là de maîtriser la mise en scène, la manière dont une image est construite. Si j'ai j'ai un port avec un bateau qui arrive médiéval et un dragon qui souffle du feu et en même temps des sirènes qui sortent de l'eau et une licorne qui passe en premier plan, etc., et que je mets tout ça dans ma description, je vais perdre de l'information, ou ce sera n'importe quoi. Alors que moi, je peux avoir une vision claire de ce que je visualise dans ce paysage-là. Donc ça leur a pris à moins mettre de temps sur la génération de côté purement visuel et de plus gérer la construction, la répartition, l'ellipse, qui nous demande le principe aussi d'économie pour raconter une histoire ou faire passer une information. Ils ont fait un jeu d'essai de famille des designers. Donc ils ont produit des objets par des designers qui n'ont jamais produit cet objet-là. Et l'idée, c'était de voir ce qui se passe quand Philippe Stark invente une paire de chaussures. Si on demandait à Dali de faire une boîte de petits pois, on est censé avoir l'essence de ce que c'est que Dali dans cette boîte de petits pois. Et donc, du coup, ils avaient ce jeu d'essai de famille, d'exploration des designs à travers des visuels différents. On peut aussi faire du reframe d'images. Donc là, on a la Villa Savoie de Le Corbusier, et l'écran noir autour, c'est mon espace libre. Donc je donne ça à Midjourney, je lui dis, bon bah tu me fais
la suite, tu vas me faire le complément de ce cadre-là. Et donc il invente, en gros, il défile ce qu'il voit ou l'essence des informations qu'il a. Donc ça c'est génial pour des architectes ou des designers, parce que c'est pareil, on a cette espèce d'essence, c'est quoi le style, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Et si une machine est capable d'avoir un certain nombre de critères, donc là on en revient à notre description humaine, on a l'impression que ça veut dire que l'art est une grande liste de caractéristiques à cocher, et que Dali se situe là, et qu'on peut distinguer tel ou tel auteur ou artiste. Donc c'est pas ce que fait l'IA, elle réorganise les pixels dans le sens des pixels qu'on lui a donnés à l'origine. Mais nous, on voit bien qu'on est en train de comprendre quelque chose sur la manière dont ces œuvres-là sont produites. Et donc là, vous voyez, elle n'a aucune notion de physique. Genre, si vous donnez ça à un architecte, il va vous dire qu'il ne faut pas faire ça. Ne mets pas de trucs aussi gros sur des pylônes aussi petits. Donc si vous lui demandez de faire des vélos ou des trucs, donc il peut vous faire des trucs géniaux, on va vous faire un super vélo 3D, machin hyper réaliste, magnifique, sauf que par exemple les dents sont mal réparties, ou il y a des dents carrées au milieu des dents triangles. Il n'a aucune notion de la mécanique. Donc pour lui c'est pas cohérent, c'est à peu près comme ça, mais voilà, et c'est cette espèce d'écart bizarre entre le à peu près comme ça d'un enfant de 5 ans qui vous dessine un vélo, mais en même temps il vous fait une photo hyper réaliste, voilà. Mais il n'a pas de notion conceptuelle ou physique de ce qu'il est en train de produire. Voilà, un canapé en brocoli. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est sur l'exploration de la forme, des textures, donc on peut... En fait c'est très... la manière dont ça fonctionne c'est très onirique. L'idée c'est de mélanger des choses proches. C'est comme ça que fonctionne notre imagination. Hein. Donc ça renvoie à des questions un peu philosophiques qui sont, est-ce que l'imagination est créative ou reproductive? Une sirène, c'est une femme avec un poisson. On mélange des choses, et créer, c'est mélanger des choses. C'est exactement ce que cette IA a fait. Elle l'imagine, elle l'extrapole et elle mélange des textures. Donc, par exemple, elle peut faire semblant d'écrire. Donc là, si je vous remonte mes chaussures, là, vous voyez qu'il y a à peu près des trucs décrits sur la boîte, mais ça veut rien dire, en fait. C'est même pas des vraies lettres. C'est un mélange entre du cyrillique et d'un truc un peu chinois, japonais, bizarre. Et des fois, il y a des mots, mais c'est un peu en mode lorem ipsum. C'est du texte génératif qui n'existe pas. C'est très proche que nous, quand on rêve, on a l'impression qu'on peut lire, et à chaque fois qu'on veut lire, on n'y arrive pas. Parce que c'est la partie gauche de notre cerveau qui est occupée, et la partie droite, c'est qu'il nous faudra pour lire. Donc on essaye de lire, on peut avoir l'impression qu'on lit, mais souvent les mots sont distordus, les lettres vont partir, ou si vous parlez plusieurs langues et que vous passez d'une langue à une autre, c'est très proche de ça. Donc c'est assez rigolo à explorer sur les textures. Donc voilà, ils ont travaillé là-dessus, et ce qu'ils ont rendu compte, c'était, par exemple, que la description, le découpage des scènes était importante, qu'ils pouvaient travailler aussi, que c'était pas forcément la génération qui était importante, donc passer du temps sur une production, mais la sélection, en gros, comme à l'appareil photo numérique. On passe plus 20 minutes et peut-être que ça va... si quelqu'un bouge, il faut tout recommencer. Si on le prend sur un vieil appareil photo, si on prend sur les appareils photo anciens argentiques et tout ça, ou sur un sténopé si vous avez fait avec la petite roue et la lumière et les films qui s'imprègnent. Donc aujourd'hui, on a un smartphone, on passe une soirée, on peut prendre 800 photos, et on va passer du temps à les trier, et à en garder une partie, et les rendre encore plus moches avec des filtres, et c'est à peu près comme ça qu'on fait notre sélection. Mais du coup, c'est la sélection qui compte. Si vous prenez le National Geographic, l'image qu'a gagnée, qui est choisie comme la plus belle photo au National Geographic, c'est une photo parmi peut-être 800, 1200 d'un appareil photo ultra précis et qui a pris tout un ensemble d'images. Est-ce que c'était le fait d'être là, d'avoir pris cette photo-là, l'objet lui-même, ou la sélection qui est l'œuvre artistique? Est-ce que celle d'après ou celle d'avant aura gagné aussi? Donc on déplace le truc, c'est plus je mets du temps à fabriquer, je mets du temps à choisir. Et pour ça, il faut d'autres compétences. Un esprit critique, un esprit de sélection et un esprit esthétique. Donc ça, c'est ce que les élèves ont exprimé. Le truc qu'ils ont exprimé, c'était on veut baisser l'heure de pratique, le nombre d'heures de pratique, et on veut augmenter le nombre d'heures d'histoire de l'art. Ils en avaient 2 heures par semaine. Ils ont multiplié par 3. Parce que pour faire des prompts,
bah, faut de la culture. Et en gros, c'est ce qui leur manquait, c'était les définitions. Ils n'avaient pas les références artistiques, ils n'avaient pas les références des objets qu'ils voyaient. En fait, quand on voit quelque chose dans sa tête, il a été nourri de choses qu'on a croisées, on a pu voir tout. C'est un truc d'un musée, ou on a revu dans une série Netflix, ou dans n'importe quoi. On a mélangé tout ça, et on veut le dessiner avec sa main. Là, quand on doit décrire ce qu'on veut générer, et bah, du coup, il faut poser des mots dessus. Et il faut du coup de la culture, et si on a quelqu'un qui est qui dit « Ah bah ça c'est typique des peintures espagnoles du 15e », oui, regarde tel artiste, effectivement, on regarde et c'est assez proche. Donc voilà un peu, eux, leur exploration qu'ils ont fait par rapport à leurs compétences. Et ça ne se résume pas à ça, le métier de service, c'est aussi ça qu'ils ont pris comme leçon. Donc ça, c'est un tweet qui a beaucoup fait rire les professionnels en ligne, qui était, donc si j'ai bien compris, on est remplacé par des IA, les clients devront décrire précisément ce qu'ils veulent, c'est bon, on n'a rien à craindre. Parce qu'effectivement, le métier de service, c'est exactement ça, c'est l'aller-retour, c'est la précision, la personne en face, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle s'exprime d'une certaine manière, on comprend une chose, on fait... Donc en gros, ce qui reste, c'est l'expression humaine dans cette relation-là pour produire quelque chose qui corresponde à la commande de base. Bon, je vais peut-être passer un peu rapidement sur certaines parties, mais je voulais juste les évoquer. Un des problèmes qui peut se poser, c'est l'utilisation des données pour générer ces IA génératifs d'images, qui ne sont pas toujours libres de droit. On ne sait pas quelles images ont été utilisées pour faire l'apprentissage. Ça peut être aussi des solutions qui pillent un peu, mais c'est le cas aussi pour ChatGPT. Ces textes-là sont l'héritage de la culture humaine, c'est des informations libres qui appartiennent à tout le monde. C'est l'histoire de l'humanité en texte ou en image. Le fait d'aller les prendre pour générer des modèles qui génèrent des nouveaux contenus, on peut s'interroger sur la légitimité de ça. Là, le petit truc entouré en blanc, c'est un bout de Shutterstock, parce qu'ils ont aussi pris des images de forums spécialisés dans la production artistique, mais aussi toutes les banques d'images, et ils ne sont pas embêtés à enlever le logo. Donc quand l'IA a fait son apprentissage, il s'est dit « Ah, mais les humains adorent quand ils génèrent des images avec ce gros Shutterstock mis en plein milieu, je vais refaire ça. » Ça a l'air super important pour eux. Donc des fois, il y avait même le C de copyright. On a aussi des productions qui sont liées aux données, aux bases de données qui sont utilisées. Donc là, vous avez des exemples de prompts à gauche, et ce que génère Stable Diffusion à partir de ces prompts-là. Donc là, c'est clairement un problème de représentativité. Donc soit dans les données sont taguées, soit parce que les données sur lesquelles il a fait son apprentissage ne sont pas assez variées, et donc il va nous ressortir des biais qui sont liés aux données d'apprentissage qu'on lui a fournies. Et plus largement, bon ça je passe rapidement dessus, mais plus largement, le problème des biais, il est vraiment lié aux données utilisées. D'une part par la réalité de la représentation, ne serait-ce que des hommes et des femmes dans le secteur du numérique, dont on sait que c'est un problème aussi pour ces raisons-là, pour les choses qui sont produites et la manière dont on les produit. Et s'il y a une information à retenir, c'est celle-là. Beaucoup de gens nous disent que cela montre que l'IA a des préjugés, quand on a le type d'exemple que je vous ai montré avant. Mais ça montre plutôt que nous avons des préjugés et que l'IA les apprend. En gros, ce n'est pas des problèmes d'architecture ou de données. On prend les données de la réalité, on fait de l'apprentissage sur ces données, et si la réalité est déjà biaisée, s'il y a déjà des préjugés, les données vont en rendre compte. Et en faisant de l'apprentissage sur ces données, on va se retrouver avec des IA qui peuvent être racistes ou sexistes, parce que c'est comme ça qu'est la société, et c'est ça qu'on lui a appris. Donc les exemples concrets, c'est par exemple celui d'Amazon, qui a fait une IA pour trier ses CV et l'aider à chercher des concurrents, des candidats, et qui lui donnait que des CV d'hommes blancs de 30 ans. Et après ils se sont rendus compte, oui, mais ça fait 30 ans que vous recrutez que des hommes blancs de 30 ans. Donc forcément, moi c'est ce que je vous donne, parce que vous avez l'air de... c'est important pour vous. Donc l'apprentissage était fait sur les données de recrutement. Donc forcément, là, c'est pas une question d'erreur de l'IA ou de la manière dont elle est codée, c'est les données réelles. Donc la question intéressante là, c'est du coup, comment on réagit à ça? Est-ce qu'on modifie l'algorithme? Non, mais ok, mais en fait, il faut aussi mettre des femmes et on rajoute une petite règle arbitraire qui est propose-moi un CV sur 2, homme ou femme.
mais du coup, il aura quand même appris que sur des CV d'hommes, donc il piochera les CV de femmes un peu au pif. Ou alors on met plus de CV de femmes et on va lui dire on va rééquilibrer les données. Mais du coup, qui fait ça? Est-ce que c'est la personne qui code? Est-ce que c'est juste une règle arbitraire? Comment on modifie la réalité pour faire qu'un algorithme corresponde à un objectif équilibré qu'on lui a donné, où on est en train effectivement un peu de tricher et on va modifier les informations de base qu'on lui a données. Donc juste en tant que conclusion, ça j'ai généré ça hier avec outils à perte de vue, Ikea. Donc l'intérêt, c'est voilà, vous voyez bien que c'est des outils qui n'existent pas. C'est pas vraiment des pelles. On distingue des trucs, mais on est à peu près, mais ça n'existe pas comme outil puisqu'il n'a aucune notion d'usage. Et donc c'est un peu ça l'IA. C'est si vous êtes dans un grand magasin avec plein d'outils et que vous ne savez pas comment les utiliser. Et donc aujourd'hui, les questions qui se posent par rapport aux compétences, c'est quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour maîtriser ces outils-là? Parce que si je ne sais pas à quoi ça sert, je suis dans un magasin avec des outils et je ne sais pas les utiliser ni même les identifier. Et donc j'ai besoin d'avoir des compétences minimales pour maîtriser ces outils-là et les exploiter de manière intelligente. Vous me dites oui ou non? Personne ne peut lire ça ici? La dernière fois, ça m'est arrivé, j'avais une personne qui pouvait le lire. Ah si? Ça parle de quoi? Exactement. Ouais, c'est les instructions pour plier un parachute. Genre d'informations importantes qu'on aimerait ne pas se tromper. Mais voilà, si j'ai pas d'informations de base, je comprends pas ce que je suis en train de faire. Donc, un élève qui utilise un traducteur ou qui utilise ChatGPT, s'il n'a pas les compétences de base, ça ne lui sert à rien. Ça, c'est vrai dans les langues, c'est vrai aussi dans un domaine d'expertise. Si je ne peux pas vérifier qu'on est en train de me raconter n'importe quoi, je ne suis pas en mesure d'utiliser cet outil de manière intelligente. Et du coup, on a à peu près cette répartition-là qui se crée. C'est une représentation avec, d'un côté des machines, l'utilisation des données, une routine de l'automatisation, et des humains, la créativité, la dextérité ou les relations sociales. On voit que c'est pas très vrai, on voit que les machines peuvent être maladroites ou un peu débiles, on voit que notre créativité peut être largement limitée dans notre quotidien ou dans notre travail. Mais l'idée, c'est ça, essayer de distinguer les compétences qui sont spécifiquement ou plus facilement reproductibles par des machines et celles qui peuvent être exploitées par des humains et qui nous permettent de développer et d'utiliser notre expertise. Donc ça, c'est globalement la réflexion qui se passe autour des compétences du XXIe siècle. Donc là, vous en avez une proposition, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est de conserver ou d'insister sur ça. La collaboration, la créativité, la résolution de problèmes et la pensée informatique. Et de croiser un peu ces éléments-là. Voilà, la co-créativité, la résolution collaborative de problèmes. Voilà, ce qu'ont fait les élèves quand je leur ai présenté l'énigme, c'est ça. Ils ont quasi coché toutes les cases. Ils ont travaillé à 12 pour résoudre l'énigme des 3 filles, et il y en a qui disent « Ah, mais il peut y avoir des jumeaux ou des jumelles. Ah oui, d'accord, moi je vais faire la liste quand on multiplie par 36 et essayer de trouver toutes les occurrences de 3 chiffres qui multiplient ensemble font 36. Il y en a 8. Et donc ils arrivent à l'autre indice. Bon, alors du coup, c'est quoi le numéro de la maison d'en face? On ne sait pas. Et il y en a un qui dit « Ouais, mais il y a une des additions, quand on additionne, c'est le même chiffre. Il y a 2 fois 13 dans les additions. » Et donc c'est peut-être pour ça qu'il ne sait pas le vieux. Parce que si lui, il le voit, le numéro de la maison d'en face. Si c'est 21, il prend la ligne où multiplier ensemble, ça fait 21. La seule raison pour laquelle il ne trouve pas encore, c'est parce que le numéro de la maison d'en face, c'est 13. Et qu'il y a 2 fois 13, 2 combinaisons. 2 de 9. Et l'autre, je ne me rappelle plus. Mais l'autre où il y a une aînée et 2 cadettes. Et donc le dernier indice, le plus important, c'est l'aînée est blonde. Donc 2 de 9, c'est bien cette combinaison-là, puisque là, il y a 2 cadettes et une grande. Donc effectivement, c'est pas important qu'elle soit blonde ou brune, mais ils ont retrouvé ça, ils ont collaboré, ils ont discuté ensemble, ils ont réfléchi, ils ont retrouvé un peu tous ces éléments.
Donc aujourd'hui, la réflexion, elle se mène sur quelles sont les compétences minimales pour utiliser correctement ces outils de manière intelligente, ne pas faire semblant que ça pose des problèmes d'évaluation, de résolution de problèmes. Il y a plein de choses auxquelles ça répond, et que si ça y répond trop facilement, c'est parce que la question est mal posée. Si aujourd'hui, on peut, à l'école ou à l'entreprise, ou même dans le supérieur, on a des choses où on peut utiliser un outil pour tricher ou hacker, c'est pas ça, tricher ou hacker. Voilà, ça c'est utiliser intelligemment les outils à notre disposition pour résoudre un problème qui nous est donné. Si ça répond trop facilement, c'est que la question était mal posée. Et c'est de la question qu'il faut remettre en cause. On attend des gens à ce qu'ils utilisent les meilleurs outils, qu'ils réfléchissent et qu'ils se les approprient et qu'ils expriment vraiment, eux, leur créativité et qu'ils puissent voilà, découvrir des choses.